il en renverrait une autre. C'était certain. 20 nounous avaient séjourné dans ce manoir en 2 ans, et 20 en étaient reparties en pleurs, muettes ou complètement brisées. Personne ne pouvait le supporter. Personne ne pouvait entrer dans cette maison et en ressortir indemne, car cette maison n'était pas une maison, c'était un mausolée, et l'homme qui y vivait était un fantôme vivant. Mais ce mardi matin-là à Séoul, tandis que la pluie battait les vitres du manoir, quelqu'un arriva en retard, avec d'imposantes tresses, les poches vides, et un sourire qui semblait ignorer l'interdiction formelle de sourire là-bas. Si vous pensez déjà connaître la fin de cette histoire, détrompez-vous. Restez jusqu'au bout. Avant de continuer, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, cliquez ici, s'inscrire maintenant et activez le clochette pour ne manquer aucune nouvelle histoire, nouvelle vidéo chaque jour. C'est parti. La demeure de Kang Ji-ho se situait dans le quartier de Seongbuk-dong à Séoul, l'un des plus huppés de la ville, où les maisons se dissimulaient derrière de hauts murs et des jardins impeccables. Mais la demeure des Kang était dépourvue de fleurs. Les jardiniers avaient été congédiés le mois même de la mort de Soo-yeon. Ji-ho avait déclaré, de cette voix froide et tranchante devenue son unique moyen de communication, que les fleurs étaient un gaspillage. Personne n'avait osé le contredire. C'était mardi, et le ciel de Séoul était lourd, d'un gris plombé, comme si l'atmosphère elle-même pressentait un événement imminent dans cette maison silencieuse. Une fine pluie commença à mouiller les pavés lorsque la voiture noire de l'agence s'arrêta devant le portail électronique. À l'intérieur, Adaeso Konkwo, Dara pour tous ceux qui la connaissaient depuis plus de 5 minutes, fixait le paysage à travers la vitre humide, les yeux grands ouverts. « Quel endroit lugubre !» murmura-t-elle d'une voix basse, mais pas assez basse. L'employé de l'agence, une femme aux cheveux attachés et à l'air tendu nommée Madame Hwang, se retourna sur le siège avant avec un regard à glacer le sang. « Mademoiselle Adaesi, je veux que vous compreniez la gravité de cette situation. »« Je comprends, » dit Dara en ajustant ses épaisses tresses noires qui dépassèrent de son manteau. 20 nounous, 2 semaines chacune en moyenne. Un homme bizarre, un enfant triste. Je comprends tout. Monsieur Kang Ji-ho n'est pas seulement inquiétant, dit Madame Hwang à voix basse, comme si les parois de la voiture pouvaient l'entendre. C'est une figure très influente à Séoul, avec des relations très particulières. L'agence n'accepte ce poste que parce que le salaire est exceptionnel et parce que la petite Seo-yul a besoin de quelqu'un. L'enfant a 5 ans et passe la plupart de ses journées seule. Dara déglutit difficilement. Elle n'était pas là parce qu'elle était la meilleure candidate. Elle était là parce qu'elle était la seule restante après que tous les autres aient refusé l'entretien en apprenant leur parcours. Et elle était là parce que son loyer était dû dans 4 jours et qu'elle avait exactement 13 000 wons sur son compte, l'équivalent d'un paquet de nouilles instantanées et d'un ticket de métro. La porte s'ouvrit. L'hôtel particulier se dressait au bout d'une longue avenue bordée d'arbres dénudés. Immense et moderne, avec ses murs de béton et de verre, il était d'une beauté comparable à celle des musées. Impressionnant, froid, inaccessible. Dara arriva avec 20 minutes de retard, car le métro était immobilisé sur la ligne 4 en raison de problèmes techniques. Elle avait passé ce temps à prier pour que l'entretien puisse avoir lieu. Lorsque la porte principale s'ouvrit, ce n'est pas Kang Ji-ho qui apparut, mais un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et à l'allure militaire, nommé Monsieur Baek, son assistant personnel. « Vous êtes en retard », dit-il sans préambule. 20 minutes. Le métro. Monsieur Kang ne tolère pas les retards. « D'accord », dit Dara en prenant une profonde inspiration. « Mais je suis là maintenant. » Monsieur Baek la fixa longuement. Ses tresses, son manteau légèrement humide de pluie, ses baskets blanches dont la semelle gauche commençait à se décoller. Elle perçut un jugement dans son regard. Elle le vit se demander, sans un mot, ce que cette femme faisait là. Mais il fit demi-tour et entra, et elle le suivit. L'intérieur du manoir était encore plus silencieux que l'extérieur ne le laissait présager. Les murs étaient en blanc, les meubles, sombres et massifs. Il y avait des tableaux, mais tous abstraits, aucune photographie. Dara avait lu quelque part que les hommes en deuil décrochaient parfois les photos des murs, car les regarder leur était trop douloureux. Elle n'y avait pas cru jusqu'à présent. Et puis elle vit l'enfant. Seo-yul était assise au milieu de l'immense canapé du salon, une poupée de chiffon sur les genoux repliés contre sa poitrine. Elle avait les grands yeux sombres de son père. Dara le savait avant même de rencontrer Ji-ho, et ses cheveux étaient retressés en 2 nattes asymétriques, comme si quelqu'un avait tenté de les coiffer à la hâte et avait abandonné en cours de route. Elle ne jouait pas. Elle était juste, assise, le regard perdu dans le vide. Dara sentit son cœur se serrer d'une manière inattendue. « Salut »,
dit-elle en s'accroupissant à la hauteur de l'enfant et en lui faisant un signe de la main. « Tu es Seo-Yul ? Je suis Dara. Je suis venue te tenir compagnie. » La jeune fille la regarda. Elle ne répondit pas. « Inutile de parler maintenant, » dit Dara en souriant. « Je parle pour vous deux. En fait, je parle pour vous 10. Demandez à n'importe qui me connaissant. » Un bruit provenait du couloir, un fauteuil roulant. Kang Ji-ho entra dans la pièce avec la force inéluctable d'une tempête, lente mais impossible à ignorer. Il avait 38 ans, mais paraissait en avoir 60. Grand même assis, larges épaules, visage anguleux marqué d'une fine cicatrice à l'arcade sourcilière gauche, souvenir de l'accident. Ses yeux étaient gris sombres et totalement dénués de chaleur. Il portait une chemise noire à manches longues et un pantalon sombre, et il y avait quelque chose en lui qui rendait l'atmosphère de la pièce plus pesante. Il regarda Dara. Dara le regarda. « Tu es en retard, » dit-il, voix basse, précise, comme une lame. « Oui, » dit-elle. « Le métro s'est arrêté. Mais je suis là. Les autres avaient aussi des excuses. »« Bien sûr, » acquiesça-t-elle. « Mais je n'avais pas d'excuses. Je suis venue avec mes tresses encore mouillées. » Elle toucha une de ses tresses et secoua doucement les gouttes de pluie qui y perlaient. Le silence qui suivit fut absolu. Monsieur Beck, debout sur le seuil de la porte, sembla avoir cessé de respirer. Ji-ho la fixa longuement. Puis, il fit demi-tour avec son fauteuil roulant et quitta la pièce sans ajouter un mot. « Monsieur. » Beck s'est approché de Dara et lui a dit à voix très basse « Il a l'habitude de congédier les candidats pendant l'entretien. Considérez-vous comme embauché, temporairement. » Dara regarda Seo-Yul. La jeune fille la fixait toujours de ses grands yeux. « Alors ?» dit Dara en s'asseyant sur le canapé à côté de l'enfant, en gardant une distance respectueuse. « Cette poupée a-t-elle un nom ?» La fillette regarda la poupée, puis Dara. Puis, si bas que Dara l'entendit à peine, « Travail. » C'était le premier mot, mais c'était un mot. Et parfois, c'est exactement à ça que ressemble un début. Le lendemain matin, Monsieur Beck remit à Dara une liste imprimée, sur papier et en tête, avec le logo discret de la famille Kang dans le coin supérieur. Elle comportait 17 articles. Dara lisait en silence, oubliant le café qu'elle avait commandé dans la cuisine et qu'elle tenait encore à la main. La musique forte est interdite dans la maison. La télévision est interdite dans les parties communes après 20 heures. Il est interdit d'inviter des personnes extérieures. Il est interdit de parler de Madame Kang avec l'enfant ou un membre du personnel. Il est interdit de remettre en question les décisions de Monsieur Kang. Il est interdit d'entrer dans le couloir et sans autorisation. Y en a-t-il d'autres ? Demanda-t-elle. Il y a 17 articles, a confirmé Monsieur Beck. J'ai compté. Elle plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de son tablier. Très bien. Monsieur Beck la regardait comme s'il s'attendait à une quelconque protestation. N'en voyant aucune, il parut légèrement déconcerté. La journée commença lorsque Dara réveilla Seo-Yul, qui avait remarqué que la jeune fille se levait généralement seule, faisait son lit à la hâte et descendait prendre le petit déjeuner que la cuisinière, Madame Jong, laissait sur la table, en silence, seule. Dara ne pouvait pas laisser un enfant de 5 ans manger seul et en silence. « Bonjour ma princesse coréenne », dit-elle en ouvrant la porte de la chambre avec un sourire qui illumina la pièce comme une ampoule de 300 watts. Seo-Yul cligna des yeux, confuse. « Aujourd'hui on mange ensemble. Tu aimes les œufs brouillés ? Je fais les meilleurs œufs brouillés de Séoul, probablement de toute la Corée, voire du monde. » Elle marqua une pause. « Je n'ai jamais mangé d'œufs brouillés à l'étranger, alors je ne suis pas sûre de ce dernier point. Mais je maintiens ce que j'ai dit. » La bouche de Seo-Yul trembla. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais on n'en était pas loin. Dans la cuisine, Madame Jong observait Dara envahir son territoire avec une expression oscillant entre l'horreur et la fascination, tandis que la nouvelle nounou fredonnait quelque chose en yoruba, mêlé à des bribes de K-pop qu'elle avait apprises au cours des 3 derniers jours pour se mettre dans l'ambiance culturelle, comme elle l'avait expliqué en se présentant. Les œufs brouillés étaient bons. Seo-Yul les a tous mangés. Puis Ji-ho entra. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine. Il regarda sa fille, qui mangeait, le visage rouge, attentive, tandis que Dara lui montrait une autre façon de tenir sa fourchette en équilibre. Puis, il regarda Dara. Elle sentit son regard, mais ne s'interrompit pas. « Bonjour », dit-elle sans se retourner. Pas de réponse. Le fauteuil roulant a tourné, et il est parti. Madame Jong a relâché le souffle qu'elle retenait. « Il ne vient généralement pas dans la cuisine le matin », murmura-t-elle. Dara n'a rien dit, mais elle l'a écrit. Les jours suivants furent une véritable épreuve d'endurance. Pour Dara, qu'il s'agisse de celle de Ji-ho ou de la sienne, il gardait ses distances avec la précision d'un architecte.
Il ne restait jamais plus de 2 minutes dans la même pièce qu'elle. Lorsqu'il avait quelque chose à lui dire, il passait par M. Beck. Quand Dara tentait de lui poser une question directement, elle n'obtenait que des monosyllabes, ou le silence. Mais il y avait des fissures. Mercredi, Dara était au jardin avec Seo Yul. Elle avait trouvé un endroit avec une bonne terre et avait acheté des graines de tournesol avec une partie de son avance. Chaque jardin a besoin d'une fleur bruyante, avait-elle expliqué à la jeune fille en bêchant ensemble. Et le tournesol est la plus bruyante de toutes. Regarde-le. Jaune, immense, sans gêne. C'est mon animal totem. Seo Yul avait ri. Un petit rire bref, comme si elle-même ignorait ce qui s'était passé et avait besoin de vérifier que tout allait bien. Ji-ho était à la fenêtre du bureau. Dara ne l'a pas vu, mais Madame Zhang l'a vu et elle l'a dit à Monsieur Baek, qui a gardé l'information précieusement, sachant que les petites choses peuvent parfois avoir les plus grandes conséquences. Vendredi, Dara a commis la première infraction grave de la liste. Elle a mis de la musique. Pas fort, elle n'était pas folle. Mais elle avait connecté son portable à une petite enceinte Bluetooth qu'elle avait dans son sac et diffusé doucement une playlist de chansons enfantines coréennes qu'elle avait apprises toute la semaine. Elle et Seo Yul peignaient, Dara avait acheté de la gouache colorée et du papier de construction. Et la musique emplissait l'espace d'une manière que le silence n'aurait pas pu. Ji-ho s'arrêta à la porte du salon. Dara se retourna et lui fit face. « Règle numéro 3, a-t-il dit. « Je sais, répondit-elle. Mais elle peint. Elle retourna la feuille pour qu'il puisse voir. Seo Yul avait peint quelque chose de vert à pois jaune, sans forme définie, mais avec une énergie qu'une feuille blanche n'avait jamais manifestée dans cette maison. Ji-ho regarda le dessin. Il le fixa plus longtemps que Dara ne l'avait prévu. « Baissez le volume, dit-il finalement, et il est parti. Dara baissa 2 volumes. Ils continuèrent à peindre. Samedi soir, pendant que Seo Yul dormait, Dara buvait du thé dans la cuisine lorsqu'elle entendit un bruit provenant du couloir est, le couloir interdit. Un bruit étouffé, presque inaudible, comme si quelqu'un essayait de déplacer un objet lourd sans faire de bruit. Elle resta là un long moment. Puis, elle posa la tasse dans l'évier et alla dans sa chambre. Mais dimanche matin, alors qu'il descendait le couloir pour aller chercher quelque chose dans le débarras, il remarqua que la porte était entr'ouverte, et sur l'encadrement, il y avait une photographie. Une jeune Coréenne au large sourire, tenant un bébé dans ses bras, devant un jardin fleuri. Dara ferma les yeux un instant, puis elle reprit sa marche. Elle comprit. Ce n'était pas un mausolée, c'était un autel. Et c'était un homme qui ne savait pas encore comment surmonter son chagrin. Il savait seulement comment le dissimuler. C'est au cours de la 3e semaine que le fragile équilibre du manoir Kang s'est véritablement rompu. C'était un jeudi, et Séoul s'éveillait sous cette fraîcheur automnale sèche qui rend la ville à la fois plus belle et plus mélancolique. Dara avait emmené Seo Yul au petit parc situé à 3 rues de la villa, une permission que Monsieur Beck avait accordée après qu'elle eut signé sans rechigner une liste de consignes de sécurité. La fillette était sur la balançoire, et pour la première fois depuis des semaines, un autre enfant était présent dans le parc, un garçon d'environ 6 ans, qui s'était approché timidement et lui avait demandé si elle voulait jouer à chat. Dara a vu l'instant précis où Seo Yul ne savait plus quoi faire. La fillette s'était tellement habituée au silence, à la solitude, que la présence d'un autre enfant l'avait paralysée. « Vas-y, dit doucement Dara. C'est juste une blague. Je reste ici. » Seo Yul est partie. Lentement, mais elle est partie. Et pendant 20 minutes, Dara resta assise sur le banc du parc, les larmes aux yeux et le cœur si lourd qu'il en avait mal, à regarder cet enfant de 5 ans découvrir comment courir après quelqu'un pour s'amuser. À leur retour au manoir, Ji-ho se trouvait dans le salon. Ce qui était inhabituel, il quittait rarement son bureau. 2 hommes en costume, que Dara n'avait jamais vus auparavant, étaient assis en face de lui. La conversation s'interrompit lorsqu'elle et Seo Yul entrèrent. « Seo Yul, dit Ji-ho, va dans ta chambre. » La jeune fille partit sans poser de questions. Dara voulut l'accompagner, mais la voix de Ji-ho l'arrêta. « Toi. » Un silence. « Reste. » Dara s'arrêta. Elle se retourna. Les 2 hommes en costume la regardèrent avec une expression professionnelle qui ne laissait rien transparaître. Ji-ho les fixait de ses yeux sombres et impénétrables. « Pourriez-vous nous accorder un instant ?» demanda Ji-ho aux hommes. Ils partirent sans faire de bruit. Le silence qui persistait était différent des autres silences de cette maison. Il était pesant. « Ces hommes travaillent pour moi », finit par dire Ji-ho. Ils effectuent des contrôles de routine sur toutes les personnes qui entrent dans cette maison. Un silence.
Votre casier judiciaire est vierge. Je sais, dit Dara, mais vous avez une dette. Elle n'a pas cligné des yeux. Oui, 52 000 réaux auprès d'une société de financement à Lagos. Il a énoncé ce chiffre sans cruauté, mais sans délicatesse non plus. Comme un fait, Dara sentit la chaleur lui monter au visage. L'humiliation était physique. Elle la ressentait dans ses épaules, dans sa nuque. Elle avait quitté sa ville natale, dans l'état de Lagos, au Nigeria, après la faillite du petit salon de beauté de sa mère, qui l'avait laissée criblée de dettes. Elle était arrivée en Corée du Sud avec un visa de travail, un sac à la main, et la conviction qu'elle allait arranger les choses. Mais les choses ne se sont pas arrangées si vite. « Ma vie financière ne vous regarde pas », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. « Dans cette maison, tout ce qui concerne les personnes qui s'occupent de ma fille me concerne aussi. Alors vous pouvez être tranquille. La dette ne se présentera pas à votre porte. Je m'acquitte de mes obligations. Avec le salaire que je verse, dit-il, vous pouvez le rembourser en 4 mois. Dara déglutit difficilement. 4 mois. Elle avait déjà fait le calcul à 3 heures du matin, dans sa petite chambre au 2e étage du manoir, avec la calculatrice de son téléphone portable. 4 mois si elle ne dépensait que le strict nécessaire. Je sais, dit-elle. Alors pourquoi me regardez-vous comme si j'avais dit quelque chose d'offensant ? Parce que vous avez utilisé ma dette comme moyen de pression lors d'une conversation, a-t-elle déclaré sans ambages. Et je n'apprécie pas cela. Le silence retomba. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ji-ho l'a fixé, et pour la première fois depuis son arrivée, son regard laissait transparaître autre chose que le vide, difficile à définir. De la surprise peut-être, ou peut-être une émotion à la frontière du respect et de l'irritation. « Vous pouvez partir », dit-il. Elle est partie. Mais dans l'escalier, ses jambes tremblaient. Elle s'arrêta, s'appuya contre le mur et prit 3 grandes inspirations. Non pas par peur, mais par colère. Pas contre Ji-ho en particulier, mais contre toute cette situation. D'être si loin de chez elle, d'avoir tellement besoin de ce travail, de devoir accepter des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées en d'autres circonstances. Elle resta là pendant 2 minutes. Il monta ensuite à l'étage, frappa à la porte de Seo-yul, entra avec un sourire qu'il s'efforçait d'afficher et dit « Et si on faisait ce puzzle aujourd'hui, celui de 500 pièces que tu m'as montré la semaine dernière ?» Seo-yul la regarda, puis elle tendit la main pour saisir la boîte à énigmes qui se trouvait sur l'étagère, et ils l'ont assemblée, pièce par pièce, jusqu'au dîner. Cette nuit-là, tard, alors que le manoir était déjà plongé dans le silence, Dara entendit un son qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Il venait du rez-de-chaussée, grave, rythmé, répétitif. Elle descendit prudemment l'escalier. La pièce était sombre, mais une faible lumière filtrait depuis le balcon vitré qui donnait sur le jardin arrière, celui-là même où elle et Seo-yul avaient planté les tournesols. Ji-ho était sur le balcon, seul. Il tenait un verre à la main. Elle ne pouvait pas voir ce que c'était, et contemplait le jardin obscur. Ses mains qui tenaient le verre étaient crispées. Dara se tenait dans l'embrasure de la porte, dans l'obscurité, hors de sa vue. Elle ne dit rien. Elle n'entra pas. Mais elle s'attarda là un instant, car il y avait dans cette image un homme en fauteuil roulant, contemplant un jardin sans fleurs à 2 heures du matin, quelque chose de si profondément humain qu'elle ne pouvait pas simplement lui tourner le dos et se rendormir. Puis elle alla dans sa chambre, et elle passa 1 heure sans pouvoir fermer les yeux. Au cours de la 5e semaine, les tournesols ont germé. Elles étaient encore petites, de fines tiges vertes émergeant de la terre sombre du jardin, timides, comme Seo-yul l'avait été un mois auparavant, mais elles étaient là. Et lorsque Seo-yul les aperçut par la fenêtre du salon, elle appela Dara avec une urgence nouvelle, une urgence joyeuse, celle qu'on ressent quand on a quelque chose à montrer et non quelque chose à craindre. « Dara, Dara, regarde !» Ils se rendirent ensemble au jardin. Seo-yul s'accroupit près des tiges et les contempla avec un sérieux qui semblait disproportionné par rapport à son petit visage. « Combien de temps leur faudra-t-il pour grandir ?» demanda-t-elle. « Quelques semaines, » dit Dara. « Cela dépend du soleil, de la quantité d'eau qu'on leur donne et de leur capacité de croissance. Et est-ce qu'ils ont toujours envie de grandir ?» Dara réfléchit un instant. « Celle dont nous prenons bien soin, oui. » Seo-yul acquiesça, comme si cela avait un sens sur une fréquence qui dépassait celle des fleurs. Le changement chez la jeune fille avait été progressif, si progressif qu'il était difficile de déterminer un moment précis. Mais il était bien là. Elle parlait davantage. Elle posait des questions. Elle avait commencé à dessiner non seulement des formes abstraites, mais aussi des choses reconnaissables. Une maison, un arbre, 2 silhouettes que Dara était presque certaine d'être elle-même, et la jeune fille qui plantait dans le jardin.
Elle dormait plus profondément. Madame Jong avait remarqué que Seo-Yul avait l'habitude de se réveiller en hurlant au milieu de la nuit, mais que cela ne s'était pas produit depuis 10 jours. Ji-ho le remarqua. Dara savait qu'il l'avait remarqué, car son regard, chaque fois qu'il se posait sur sa fille, changeait de façon presque imperceptible. Le vide était toujours là, mais il y avait désormais quelque chose en dessous. Une fine couche de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Le lundi de la 5e semaine, Ji-ho a demandé à parler à Dara. Elle s'approcha du bureau avec la prudence de quelqu'un qui pénètre en territoire inconnu. Le bureau était vaste et austère. Des murs couverts de livres, un bureau en bois sombre, le fauteuil roulant placé face à la fenêtre donnant sur la rue. Ji-ho lui tournait le dos lorsqu'elle entra. « Fermez la porte », dit-il. Elle l'a fermée. Seo-Yul a dit quelque chose hier. Un silence. Elle a dit qu'elle voulait aller au musée d'histoire naturelle. Dara attendit. Elle n'avait pas demandé à partir depuis 18 mois. Dara attendit encore plus longtemps. Ji-ho fit pivoter sa chaise. « Qu'as-tu fait ?» C'était une véritable question, pas une accusation. Ce qui la surprise plus que tout. « Rien de spécial », dit Dara. « Je lui ai parlé. J'ai joué avec elle. Je l'ai laissée vivre sa vie sans qu'elle ait besoin de rester silencieuse en permanence. » Un silence. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Kang, les enfants ne survivent pas dans le silence. Ils ont besoin de bruit, de désordre, de quelqu'un qui se présente à leur porte le matin et qui leur parle d'œufs brouillés. » Le silence qui suivit fut différent. Non pas le silence défensif ou blessant qu'elle avait appris à reconnaître chez lui, mais le silence de quelqu'un qui digère une douleur de manière constructive. « Ma femme était comme ça », finit par dire Ji-ho d'une voix basse et monocorde, bruyante. Dès qu'elle entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Un long silence suivit. Quand elle est morte, j'ai pensé que ce serait plus facile pour Seo-Yul si je restais discret, pour ne pas accentuer son absence. Mais le silence, c'est l'absence, dit doucement Dara. Tous les jours, toute la journée. Ji-ho ne répondit pas, mais il ne lui dit pas de partir. Ils restèrent ainsi un instant, elle debout devant la table, lui dans son fauteuil roulant de l'autre côté, et entre eux une vérité qui portait le poids de 2 années de deuil non résolu. « Je l'emmènerai au musée », dit finalement Ji-ho. « Samedi. » Dara haussa un sourcil. « Tu viens avec nous ? C'est ma fille. »« Oui, mais vous n'avez pas laissé cette maison en... »« Samedi », répéta-t-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Non pas la froideur d'avant, mais une fragilité plus marquée. Une décision qui avait un prix. Dara acquiesça. « D'accord, je vais la préparer. » Elle était presque à la porte lorsqu'il reprit la parole. « Princesse », elle s'arrêta. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. « Merci. » Elle ne s'est pas retournée. Elle a simplement dit « De rien, Monsieur Kang ». Et elle est partie. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur pendant exactement 3 secondes. Elle ferma les yeux. Elle respira. Il est ensuite allé chercher Seo-Yul pour lui dire qu'ils allaient au musée samedi. Le cri de joie de la fillette résonna dans tout le manoir. Et quelque part dans le bureau, derrière une porte close, un homme, ayant entendu ce cri, fixait le vide par la fenêtre bien plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Samedi, le ciel était dégagé et baigné d'un faible soleil d'automne. Ji-ho quitta le manoir pour la première fois en 7 mois. Il n'en avait parlé à personne. Mais Monsieur Beck le savait, Dara s'en doutait, et Seo-Yul n'en savait rien. Elle tenait simplement la main de son père tandis que le van aménagé traversait les rues de Séoul en direction du musée, et parlait sans cesse de tournesol, d'énigmes, du canard qu'elle avait vu dans le parc la semaine précédente. Ji-ho parlait à peine, mais il l'écoutait, avec une attention si intense qu'elle en paraissait douloureuse. Au musée, tandis que Seo-Yul entraînait Ji-ho vers l'exposition de dinosaures, Dara restait un pas en retrait. Non pas qu'elle ne soit pas la bienvenue, mais parce que certains moments étaient réservés à une seule famille, et elle savait reconnaître une salle privée. Elle les aperçut de loin, le père dans le fauteuil roulant, sa fille lui tenant la main, pointant du doigt l'énorme squelette de tyrannosaure avec une excitation qui compensait des mois de silence. Et Ji-ho la regardait. Pas le dinosaure, sa fille. Avec une expression que Dara ne parvenait pas à déchiffrer de si loin, mais que Madame Jeong décrirait plus tard, lorsque Dara la raconterait, comme sans doute le visage d'un homme qui se souvient pourquoi il vaut la peine de continuer. 2 mois et demi après l'arrivée de Dara, le manoir Kang était un endroit bien différent. Pas de changement radical. Ji-ho restait un homme de peu de mots, l'architecture demeurait austère, et des hommes en costume continuaient d'apparaître occasionnellement pour des réunions à huis clos. Mais le jardin était désormais fleuri. Les tournesols avaient poussé, hauts et jaunes, exactement comme Dara l'avait promis,
exubérant et audacieux. Une douce musique berçait les matins, ce qui n'était plus une infraction, mais une habitude. Un puzzle de 1000 pièces, à moitié assemblé, attendait la prochaine séance sur la table de la salle à manger. Et puis il y avait Seo-yul, qui était passée d'une enfant mangeant seule en silence à une enfant attendant Dara dans l'escalier tous les matins pour monter ensemble à la cuisine, qui avait commencé à appeler son père pour lui montrer ses dessins et qui avait demandé, la semaine précédente, si elle pouvait avoir une amie de l'école. Ji-ho avait dit oui, et il avait demandé à Monsieur Beck de l'organiser. C'était un jeudi lorsque Dara a reçu un message de l'agence financière de Lagos confirmant que le paiement final avait été effectué. La dette était réglée, exactement comme prévu, 4 mois. Assise au bord de son lit, elle fixa longuement le message. Puis elle ferma son téléphone, prit une profonde inspiration et sentit un poids immense se détacher de sa poitrine. Non pas brutalement, mais doucement, comme une feuille qui tombe de sa branche à maturité. Cet après-midi-là, elle alla parler à Ji-ho. Il était dans son bureau, comme d'habitude. Mais ces derniers jours, il laissait la porte entr'ouverte, ce que Dara avait appris à interpréter comme un signe qu'il était plus accessible que d'ordinaire. Monsieur Kang. Il leva les yeux de ses documents. Ma dette a été remboursée aujourd'hui. Un silence. La raison pour laquelle j'avais tant besoin de ce travail n'existe plus. Ji-ho posa le stylo sur la table. Elle le regarda de ses yeux sombres qu'elle avait appris à mieux déchiffrer désormais, et lut, avec une certaine difficulté, quelque chose qui semblait prudent. « Et, dit-il, et je voulais que vous le sachiez. » Elle prit une inspiration. Non pas parce que je pars, mais parce que lorsque je suis arrivée, j'étais là par nécessité. Et maintenant, je suis là par choix. Le silence qui suivit était d'une autre nature que tous ceux qui avaient existé entre eux. Plus pur, plus honnête. « Ma fille te demandera où tu es si tu sors, » finit par dire Ji-ho. « Je sais, c'est pour ça que je ne pars pas. » Un silence. « Mais je voulais que tu comprennes la différence. » Ji-ho la fixa longuement, puis il fit quelque chose qu'elle ne l'avait pas vu faire une seule fois au cours des 2 mois et demi précédents. Il a failli sourire. Ce n'était pas un sourire franc, trop discret pour cela, juste un léger changement aux commissures de ses lèvres, si fugace qu'elle l'aurait manqué si elle avait cligné des yeux. Mais il était là, et dans le contexte de ce visage, de cet homme, de cette histoire, il était immense. « D'accord, » dit-il. Elle hocha la tête. Elle se tourna pour partir. « Princesse. » Elle s'arrêta, me tournant le dos. Elle attendit. Les tournesols poussent bien. Elle sourit. Un sourire franc, le genre de sourire qu'elle n'avait pas besoin de garder pour elle. « Ce sont les plus bruyants du quartier, » répondit-elle. « Et c'est bien normal. » Et il est parti. Cet après-midi-là, elle et Seo-yul arrosèrent les tournesols ensemble, comme tous les jours. Le soleil d'automne était faible mais présent, et les fleurs tournaient leur corolle jaune vers le ciel, avec cette obstination irrationnelle et merveilleuse, propre à celles qui sont faites pour pousser vers la lumière. Ji-ho était à la fenêtre du bureau. Cette fois, Dara le vit. Il ne détourna pas le regard, et elle non plus. Pendant une seconde, une seule, ces trois-là furent reliés par le même morceau de verre, par l'après-midi, par quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était réel, de la même manière que les tournesols sont réels, que les rires des enfants sont réels, que les choix faits librement sont réels. Seo-yul tira alors sur la manche de Dara et lui demanda si les tournesols pouvaient entendre de la musique. Et Dara a dit que c'était probablement vrai, surtout si c'était une bonne chanson. Et l'après-midi continua.